Oui. Bon, et bien, nous allons démarrer. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux ce soir pour rencontrer Claire Messon, magnifique livre Les Envolées. Donc, merci pour cette ce premier rendez-vous de l'année, enfin de la saison, voilà. Premier rendez-vous de la saison. Et donc, oui, merci d'être là pour la première. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu dans la newsletter, mais on commence à avoir une rentrée littéraire bien fournie. Et on est très, très content de pouvoir recommencer une vie à peu près normale. Bon, on a encore un peu les masques, mais bon, on va bien finir par y arriver. Voilà, donc merci Étienne d'être venu jusque-là. Merci pour votre livre Les Envolées, qui a été vraiment, avec Nicolas, notre grand coup de cœur. Moi, j'ai adoré ce livre. C'est un livre, c'est tout ce qu'on demande à la littérature, Les Envolées. C'est une histoire magnifique, complètement extraordinaire, qui pourrait d'ailleurs rentrer dans notre thème du salon. Et puis une écriture superbe, un petit roman resserré mais qui nous dit tellement de choses à la fois sur cette histoire, c'est complètement incroyable de ce type. Bon, ça je vous en dirai pas plus. Et mais aussi après surtout tout ce que ça rappelle, ce que ça nous dit de notre rapport, de ce que ça nous rappelle de notre propre histoire et de nos propres disparus. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. En tout cas, vraiment un livre formidable de la rentrée littéraire qui, j'espère, va continuer son chemin comme il l'a démarré là, parce qu'il est quand même un très beau chemin déjà. Voilà, donc, merci. Alors, bonsoir Étienne, merci d'être là. Effectivement, cette rentrée, on l'a tous dit, est très riche, très variée. On a eu vraiment beaucoup de plaisir grâce à Charlotte de découvrir ce livre un peu en avant-première, avant qu'il sorte, et on était tout à fait éblouis. Il faut dire pour vous présenter que ceci est votre premier roman, mais vous êtes l'auteur d'autres livres, des essais, signés la plupart avec Anne Bockel, une personne que vous connaissez bien, et qui sont des essais sur les écrivains ou sur la langue, enfin des essais d'ailleurs très savoureux, assez très à la fois érudits et savoureux sur les haines d'écrivains, les grandes amitiés, les fautes de français des écrivains. Enfin, j'en ai un qui est voilà l'histoire des parents d'écrivains. Enfin, et le dernier également chez Flammarion en 2020, je pense, sur le tu et le vous, une complication française, enfin, notamment. Et là, cette fois-ci, donc, aussi bien Anne Bockel que vous-même, vous êtes lancé dans la création romanesque. Alors, j'en profite puisque c'est d'actualité. Son livre à Anne Bockel qui s'appelle Le Berger, voilà, c'est un roman, donc un très bon roman, est sorti malheureusement comme tous ces auteurs qui ont paru pendant le confinement, ont paru à un moment où les librairies étaient à moitié fermées, où les gens sortaient pas trop de chez eux. Donc beaucoup de livres sont passés, n'ont pas eu autant d'écho qu'ils auraient mérité. Mais enfin, il n'est pas trop tard. On peut toujours le lire. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je crois qu'elle sera en dédicace à la librairie de la Main demain à Paris. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas. Alors, tout simplement, avant de parler de ce livre dont le thème est l'histoire d'un couturier, d'un inventeur qui a voulu
confectionné une sorte de habit parachute et qui nous est connu en 1912, qui nous est connu parce qu'il a été filmé par les actualités pâtées. Il s'est jeté du premier étage de la Tour Eiffel pour montrer le bien fondé de son invention, qui n'a pas marché. Et donc c'est vraiment la mort en direct de ce personnage sur lequel, ayant vu la vidéo, vous avez commencé à réfléchir, à vouloir raconter l'histoire, et on en parlera tout à l'heure. Mais la première question que je voudrais vous poser, qui est très simple, c'est tout simplement, et d'ailleurs vous en parlez un peu dans le livre, comment est-ce que vous êtes passé du statut d'essayiste à celui de romancier? Est-ce que c'était une idée qui courait depuis longtemps déjà, ou est-ce que c'est avant tout la rencontre avec ce personnage qui a suscité le roman? Très bien. Merci d'abord, bonsoir à tous. Merci infiniment pour cet accueil aussi chaleureux dans cette librairie que je découvre avec joie. Je suis très touché par tout ce que vous avez dit, Catherine, sur ce livre. Et merci, Nicolas, pour tout ce que vous avez déjà fait et dit sur ce texte. Alors, effectivement, c'est pas mon premier ouvrage. Ça fait plus de 10 ans que Anne Bocquel, qui est en fait ma femme, et moi avons publié des ouvrages à 4 mains sur la vie littéraire, la langue. Et ces ouvrages sont en fait le prolongement de notre activité pédagogique. Nous sommes tous les deux professeurs de lettres et nous avons à cœur de transmettre notre passion pour la littérature et pour les écrivains. Je vous en prie. Et c'est vrai que avec cet ouvrage, j'ai changé de casquette, si j'ose dire. Je ne sais pas si j'étais un véritable essayiste, mais enfin, je ne sais pas si je suis un véritable romancier non plus, mais il y a un changement dans le genre. Le projet, le rêve, le désir d'écrire de la fiction était sans doute très ancré, très ancien en moi, mais c'est, comme vous l'avez dit, la rencontre avec ce personnage, Franz Reichelt, et d'abord avec cette vidéo qui était à l'origine de ce texte. On en reparlera sans doute, mais il y a 5 ans maintenant, 4 ans, 5 ans je crois, je suis tombé par hasard sur un site internet, sur cette vidéo que vous avez peut-être déjà vue, que des tas de gens ont vue. Je ne la connaissais pas, il faut bien un moment découvrir les choses pour la première fois. J'ai découvert sur un site qui disait que ce jour-là, 104 ans plus tôt, c'était un 4 février, c'était un éphéméride sur un site internet, et bien ce jour-là, 104 ans plus tôt, un homme s'est tué en sautant de la Tour Eiffel. Et sa mort a été filmée, et les images sont parvenues jusqu'à nous, et elles se trouvent très facilement sur internet. J'ai été absolument bouleversé, fasciné par ces images, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous voyons mourir sous nos yeux, en direct, l'un des nôtres. Au début, il est là, face à nous, il salue la caméra, il enlève sa casquette, il tourne sur lui-même pour nous montrer son parachute qui est dans son dos. Et 1 minute 30 plus tard, à peu près, on le voit s'écrouler comme une masse et le parachute ne s'ouvre pas. C'est la Tour Eiffel. Il y a une dimension légendaire, mythique, qui vient redoubler l'aspect... Alors c'est déjà mythique de ce saut, de cette chute, qui rappelle un peu Icare ou d'autres figures comme ça de notre imaginaire collectif. Et je pense qu'on en reparlera, mais la véritable raison de mon attirance pour cette vidéo, c'est que j'ai eu un grand-père que je n'ai pas connu, il est mort avant ma naissance, qui est mort en tombant. Il est mort d'une chute, il est mort en tombant d'un balcon dont la balustrade a lâché. Et même si je ne l'ai pas connu, j'ai grandi avec la mémoire de ce traumatisme. C'est très ancré en moi. Et il y a quelques années, récemment, j'ai eu la douleur de perdre une amie qui, elle aussi, est morte dans une chute, mais cette fois-ci volontaire, un suicide par défenestration. Ce qui a réactivé en moi des tas de choses, y compris ce traumatisme du grand-père. Et bref, cette vidéo, pour moi, me montrait aussi d'autres visages que cet homme d'un autre temps, en noir et blanc, avec une grosse moustache bizarre, on ne porte plus aujourd'hui, et ce costume invraisemblable. J'y voyais des visages beaucoup plus contemporains, des visages en couleur, des visages beaucoup plus proches de moi. C'est là que je me suis dit que j'essaierai d'en faire un livre, qui serait aussi un livre de deuil, pour essayer de dépasser, pour essayer de retenir quelque chose de ce que la vie me prend. Alors, j'aurais pu, je pense, essayer de faire un essai, un livre d'histoire, un livre un peu savant sur Franz Reichelt.
Sachant il y en a déjà un qui malheureusement est dans une petite maison d'édition, il est difficile à trouver, mais il est très intéressant. Il s'appelle Intérieur pour dames au temps des aéroplanes. L'auteur s'appelle David Dariula. Et j'aurais pu essayer de refaire le livre à ma manière, une petite enquête historienne, etc. Il y a beaucoup de sources documentaires. Il y aurait eu de quoi faire ce livre. Mais je n'ai pas voulu faire de Franz Reichelt un objet de savoir, un objet de certitude, parce qu'un livre d'histoire sur lui m'aurait forcé, je crois, à essayer au moins d'apporter des réponses sur ses motivations profondes. Et j'ai préféré faire de lui un objet d'émotion, un objet de mystère aussi. Essayer par la fiction, non pas de répondre aux questions que pose cette histoire, mais peut-être de les agrandir, d'accroître le mystère, et surtout faire de lui un objet de tendresse, ce que l'essai, je pense, ne permet pas de faire. Oui. J'ai oublié de dire tout à l'heure une chose importante, la chose peut-être principale, c'est que, outre l'intérêt de ce livre et de cette histoire qui effectivement est très prenante, c'est un livre qui est écrit dans une langue absolument merveilleuse, très fluide, extrêmement poétique. Enfin, le texte lui-même, d'ailleurs, je voulais en dire deux mots, se présente. En fait, il y a 5 grandes parties, hein, en gros, et c'est une alternance de chapitres en italique, où là, c'est plutôt le narrateur ou l'auteur qui s'adresse à son héros, hein, qui dialogue avec Franz Reichelt, et des chapitres en caractère romain qui sont plus romanesques, disons. Et pour en donner un exemple, si vous voulez bien, on pourrait peut-être lire, vous pourriez lire la première page, justement, qui fait peut-être un peu office de prologue, on pourrait dire, et qui est justement en italique et qui s'adresse à une image du personnage dont on va parler. D'accord. Oui, effectivement, deux voix, deux trames. L'histoire vraie, pas vraie, une grande part de fiction, mais l'histoire avec une majuscule me donne, et dans les passages en italique, une voix plus personnelle, qui petit à petit devient l'histoire du grand-père et de l'ami, mais pas au début de l'ouvrage. Au début, je commence par décrire des photographies qui sont les principales choses que Franz Reichelt nous a laissées. Il reste très peu de choses de cet homme, même son immeuble à Paris n'existe plus, il a été rasé. Sa tombe n'existe plus depuis des décennies, mais il reste des photographies qui ont été reproduites dans la presse à l'époque de sa mort, et je commence par les décrire pour essayer de m'accrocher à ce qui vient prouver qu'il a réellement existé, que cette histoire invraisemblable est malgré tout une histoire. J'ai beaucoup relu Roland Barthes et La Chambre éclair, un ouvrage sur la photographie, et Barthes insiste sur le pouvoir de ratification de la photographie. Et la photographie nous émeut, parce qu'elle nous dit que les gens sont morts dans la plupart du temps quand c'est une photographie ancienne, mais elle nous dit aussi que quelque chose a existé. C'est ce qu'il appelle le ça a été. Et ce qui est très étrange et fascinant avec Franz Reichelt, c'est que ces photographies sont tellement étranges qu'en fait on n'y croit pas. On n'en croit pas à nos yeux. Ce pouvoir de ratification est extrêmement précaire. Et j'essaie malgré tout de poser d'abord cette base. Bon, je crois que j'en ai trop dit, je vais essayer de lire mon texte. Tu as les yeux fermés, les bras ballants, la tête légèrement penchée. Tu portes une large casquette, des gants, des souliers vernis, une combinaison de couleurs sombres qui fait comme une bouée au-dessus de tes épaules. Tu es l'image de la douceur. On dirait l'artiste qui, au moment de saluer son public, chavire sur le poids d'un amour débordant. Dans l'angle supérieur droit, une série de diagonales dessine ce qui ressemble à des visages. C'est l'un des piliers de la tour Eiffel. Juste en dessous, un flamboiement noir, un arbre. Tout le reste est gris pâle, presque blanc, blanc du ciel, blanc du sol couvert de sable. Et sur ce blanc, une autre tache noire presque au centre de la photo, un peu à ta droite, la silhouette d'un homme qui marche. Tu vas te mettre à marcher toi aussi. Tu vas rouvrir les yeux, les lever vers le ciel, t'approcher du pilier et t'engager
lentement dans l'escalier. Merci beaucoup. Et alors, merci d'avoir parlé. Je comptais en parler à la fin, mais enfin, parlons-en tout de suite. Parce que finalement, dans ce prologue, ce qu'on voit, c'est on a le rapport, non pas à plusieurs photos, pour l'instant c'est une photo, mais on est quand même d'abord sur une photo, c'est un instant arrêté, et un instant arrêté avant l'irrémédiable en quelque sorte, puisque c'est juste avant sa mort que ça a détruit. Nous, on sait ce qui va se passer, lui, il sait pas ce qui va se passer. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises dans le livre, quand on lit son histoire, et notamment quand on lit les descriptions du film, on voudrait l'arrêter. On a envie de faire stop ou pause, ou je ne sais pas. Et pourquoi est-ce que je dis ça d'ailleurs? Oui, parce que ce geste de regarder des photos et de parler à son personnage et de se parler à soi-même, ça indique qu'on est quand même sur le mode de la méditation plutôt, plus que du souvenir. Et une dernière chose aussi, j'ai été frappé en relisant cette première page par le fait qu'il insiste beaucoup sur les signes qu'on voit sur la photo, comme il les verra sur le film après, les signes noirs et blancs qui peuvent aussi un peu, parce que c'est aussi une méditation sur le roman, ce livre, on le verra vers la fin. C'est aussi, j'ose pas dire l'empire du signe, puisque parler de Marc, mais quand même, ces flocons ou ces signes noirs sur une image grise qui reviennent à plusieurs reprises dans le livre, c'est aussi une métaphore de l'écriture. Oui, d'abord, ce mot de méditation que vous avez employé un petit peu avant, je l'aime beaucoup. J'ai tenu à ce que mon livre ne s'appelle pas, je sais pas, Franz Reichelt ou L'Envolé ou Le Tailleur pour Dame, la Tour Eiffel. J'ai tenu à un titre qui décentre un petit peu cet épisode historique, qui décentre l'anecdote, avec un pluriel qui rende compte aussi des autres figures disparues. Et il m'a semblé que je ne voulais pas, ou je ne devais pas, je sais pas, écrire un roman historique. Je ne cherchais pas à reconstituer dans le détail la vie de Franz Reichelt. Et donc cet aspect méditatif, contemplatif, mélancolique, est d'abord là pour, comment dire, que le texte se tienne au plus près de l'émotion qui m'a porté vers l'écriture de ce texte, et de l'émotion que j'ai ressentie dans la vidéo. Donc cette part d'un investissement personnel, méditatif, comme vous l'avez dit. Et sur la question de la métalittéralité, enfin du fait que le texte parle un petit peu du texte lui-même, qui parle l'écriture du roman, vous avez 1000 fois raison, mais je n'ai pas été totalement conscient de ce qui s'est passé. J'ai eu, peu après la parution du livre, plusieurs messages adorables, notamment de collègues de lettres très, très savants, très fins, très lettrés, qui m'ont fait part de leurs commentaires du texte, avec parfois des lectures qui m'étonnaient, mais qui m'ont toutes beaucoup, beaucoup touché. Et quelqu'un m'a dit, mais ton livre, c'est évident, c'est un livre sur la figure de l'artiste. Le tailleur pour dame parachutiste n'est pas un tailleur pour dame parachutiste, c'est une figure de créateur, d'écrivain ou d'artiste qui crée quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il va jusqu'à la mort pour ça. Et ça m'a beaucoup étonné. Et c'est seulement là que j'ai pris conscience que la première page du texte disait, on dirait l'artiste qui, etc., comme je viens de le dire. Et je crois que j'avais refoulé, ou oublié en tout cas, cette première comparaison à la figure de l'artiste qui était présente dans le texte, mais qui vraiment, pour moi, au moment où j'ai écrit, devait rendre compte de l'attitude physique de Franz Reichelt sur la photographie. C'est une vraie photographie que je décris, où il a un air un peu accablé, un peu avachi, et en même temps tellement doux, tellement tendre, l'air de dire ce n'est que moi, je vais bientôt m'en aller, merci de m'avoir regardé un petit peu, que ça m'a fait penser à ces artistes qui vont quitter la scène et qui saluent leur public. Mais je n'ai pas tiré d'emblée les conséquences, les implications de ce rapprochement. Et alors, dans le texte immédiatement suivant, c'est-à-dire celui qui ouvre la première partie, qui est, bon, comme vous en avez déjà dit beaucoup, on ne va pas le lire, parce que j'ai déjà raconté la scène, mais en fait, il décrit, vous commencez par le décrire
en quelque sorte en négatif, en disant ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un savant, ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas... Alors, c'est bien qu'on demande d'abord qui c'est, et on se dit, mais finalement, ça pourrait être n'importe qui, et relisant le texte, en arrivant à la fin, je me suis aperçu parce qu'il construit ce costume pour participer à un concours, en fait. Et donc, comme il va mourir, évidemment, il ne va pas du tout remporter le concours, mais vous reprenez les mêmes mots pour parler du personnage qui, lui, va remporter le concours en 1912, et vous dites, ce n'était pas un scientifique, ce n'était pas un savant, c'était vraiment un chasseur alpin, je sais pas quoi. Donc, l'histoire qui nous est racontée là, c'est à la fois une histoire extraordinaire, mais ça aurait pu être l'histoire de n'importe qui de ce genre-là. Et je me suis demandé si finalement s'il n'avait pas quelque chose un peu de Don Quichotte, quoi. Si finalement c'était pas un rêveur, un lyrique, quelqu'un qui rêve plus fort que ce qu'il est en réalité, et que ce qu'il peut faire en réalité, mais un Don Quichotte qui en plus va offrir son invention, enfin veut offrir son invention à la femme qu'il aime, il va lui en faire don, et ce Don Quichotte, c'est un Don qui chute finalement. Bravo Nicolas. Bien joué. Alors, effectivement, dans la fiction que je mets en place, mais là on est dans la partie fictive, j'imagine que ce parachute est destiné à une femme qui est la veuve d'un personnage historique, qui était aviateur et qui est l'une des premières victimes de l'aviation. Et donc Franz Reichelt voudrait créer ce parachute pour, a posteriori, essayer de sauver malgré tout, sauver après, l'ami qui n'a pas pu sauver parce qu'il est mort dans un crash. Et en concevant cette intrigue, je pensais à cette phrase si fameuse du philosophe Lacan, ou psychanalyste, qui disait que l'amour consiste à donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et c'est ce qui est censé illustrer cette intrigue, où le personnage de la veuve, en fait, ne veut pas de ce cadeau de parachute. Il y a un moment où Franz le lui offre comme une offrande, comme un acte d'amour, et elle est en quelque sorte horrifiée à l'idée que c'est la transformer la réduire au statut de veuve d'un aviateur, sachant que c'est déjà l'aviation qui lui a pris son mari. C'est faire d'elle une espèce de trophée, ou une sorte d'affaire entre hommes, entre le tailleur et l'aviateur, où elle n'a pas sa place. Donc elle refuse ce cadeau, mais finit par l'accepter par tendresse pour Franz Reichelt. Et ce cadeau dont personne ne veut, Franz ne l'a pas non plus, puisque ce parachute ne pouvait pas fonctionner. Mathématiquement, scientifiquement parlant, dès le début, tout serait à reprendre, il n'y avait aucune chance qu'il réussisse. D'ailleurs, le rapport récemment, le rapport de la police a classé ça comme un suicide, parce que il avait eu toutes les autorisations, et quand tout le monde lui avait dit que ça pouvait pas marcher, et puis qu'il s'est jeté quand même, ça a été considéré comme un suicide. Mais je voulais vous interroger à ce propos sur la part de la documentation, de l'archive, etc. La façon dont elle joue avec l'invention romanesque, puisqu'en fin de compte, les archives, il y en a, mais enfin, elles sont forcément, en quelque sorte, sont différentes pièces, elles sont décousues. Et est-ce que la part du roman, ça n'est pas justement de recoudre les pièces éparses des archives, des traces, avec le récit ou l'imagination ou du langage simplement? Et j'utilise évidemment ce terme de rapiécé parce que comme c'est un tailleur, et que d'ailleurs dans le livre il y a plusieurs personnages qui cousent. Par exemple, vous me parliez tout à l'heure de votre grand-père qui est tombé d'un balcon quand il était chez vos parents. C'était quand même très frappant qu'est-ce qu'avait mis votre mère sur le balcon, et s'était installée avec sa machine à coudre. Alors, machine à coudre,
coudre le texte. Franz, qui est lui-même couturier, enfin ça a sans doute... Oui, je ne vous cacherai pas que je n'ai fait que rapiécer des choses qui m'ont été données par la vérité. J'ai beaucoup parlé avec ma mère de cette histoire, de la mort de son propre père. Et l'une des choses que j'ai apprises, que j'ignorais, je connaissais un peu cette histoire, mais pas dans les détails, c'est qu'effectivement, elle faisait la couture à ce moment-là. Plusieurs éléments comme ça me sont donnés par la vérité. Franz Reichelt est mort à 33 ans. Antonio Fernandez, le personnage de l'aviateur, son ami, est mort lui aussi à 33 ans. Et malheureusement, mon ami s'est suicidé au même âge. J'ai pas eu à me pousser beaucoup pour filer discrètement une métaphore christique par moment, dans la mesure où il y a une dimension de rituel, presque liturgique, déjà dans ce film qui nous montre toutes les étapes qui vont conduire à la mort de Franz Reichelt. Et il y a une sorte de sacrifice vain. Oui, parce que, excusez-moi de vous interrompre, mais vous dites à un moment au début, quand vous décrivez son costume, qu'il a une forme de croix, et ensuite, quand on sait donc qu'il meurt à 33 ans, donc évidemment on y pense, et à la fin, quand il monte le premier étage de la tour Eiffel pour aller faire son tour, on a l'impression que c'est son chemin de croix, quoi, et d'ailleurs il va terminer, je peux le dire parce que c'est pas un suspect, on sait dès le début qu'il meurt, qu'il va terminer dans une sorte pas d'exaltation, mais comment dire, c'est ça quelque part, dans une sorte d'extase un peu, c'est-à-dire pendant tout le temps vous imaginez c'est la première fois qu'il s'élève vraiment, quoi. Oui, vous avez raison. Enfin, c'est ce que j'ai tâché de faire dans ces pages si difficiles que j'ai retravaillé encore. Le moment où il s'agit de mettre des mots sur le moment du son, je tourne autour dans tout le texte, mais à un moment il faut que je me confronte directement à ça. Et d'ailleurs, parmi ces messages si gentils et si fins que j'ai pu recevoir, un collègue m'a fait remarquer que la disposition des paragraphes avait changé, que le récit minute par minute de la chute prend la forme de gros blocs, de pages assez compactes. Et il m'a fait remarquer que les premières pages qui décrivent à la fois la candeur d'une époque qui s'émerveille devant les avions qu'on envoie dans le ciel, on est au tout début de l'histoire de l'aviation, qui décrivent la si belle robe que Franz Reichelt a cousue pour un personnage féminin, etc. Ces pages étaient très aérées, pleines de marge, pleines de blanc, alors que les pages finales avaient quelque chose de compact pour mimer la pesanteur du corps qui chute. Et je reprends très volontiers cette interprétation à mon compte, mais je n'ai pas fait exprès. Une petite, ça c'est vraiment un détail, mais ça m'a turlupiné. C'est un moment où vous parlez, vous racontez, le personnage est amené à raconter un peu sa jeunesse, on apprend un peu d'où il vient, etc. Et il se trouve on apprend qu'il est né près de Prague. Alors là, ça a fait tilt parce que comme il s'appelle Franz, je me suis dit, mais c'est un petit cousin de Kafka parce qu'ils sont un peu, ils sont quasiment contemporains, enfin, à quelques années près. Et il y a ce même côté un peu hanté, lyrique, personnage qui n'arrive pas à être heureux dans la vie. Est-ce qu'il y a un lien entre ce Franz? J'ai pensé à ça parce qu'en fait, il a deux prénoms. Et vous avez choisi Franz. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il se faisait toujours appeler comme ça. Alors, ou si vous avez essayé. Effectivement, sur les documents officiels, il y a deux prénoms. J'ai oublié le deuxième. Henri, je crois. Heinrich, non? Ouais, je crois. Franz Heinrich, quelque chose comme ça. J'ai retenu Franz parce que le document officiel qu'il a déposé au Bureau national des brevets à l'époque, en 1911, est signé François Reichelt.
avec une francisation du prénom qui est très intéressante, parce qu'elle en dit long aussi sur un désir d'intégration. C'est aussi un enjeu probablement qui a animé ce personnage. L'invention de ce parachute devait être pour lui une manière de trouver une place dans un autre pays, dans une autre société. Il a d'ailleurs été naturalisé français peu avant le moment du saut. Et puisqu'on parlait des documents tout à l'heure, je peux un peu enchaîner sur un document qui est à la fois troublant et bouleversant. C'est un testament que Franz Reichelt a écrit la veille de sa mort. Je ne sais pas si c'est suicidé, j'ai envie de croire que non, mais il a rédigé un testament la veille. Alors, est-ce que c'était le signe qu'il se préparait à mourir? Est-ce que c'était simplement parce qu'en bon tailleur pour dame, organisé dans ses affaires, il veut que ses affaires soient en ordre au cas où? Je ne sais pas. Il a donc rédigé ce testament qui est écrit en français, mais dans un français extrêmement malhabile, embarrassé, avec des tournures syntaxiques incorrectes, et aussi une orthographe qui montre qu'il avait un accent germanique extrêmement fort. Par exemple, il n'écrit pas je, il écrit yé ou j'ai, enfin, il met un accent sur le e. Et ça m'a bouleversé parce que j'imagine d'emblée que cet homme qui était marginal par son idéalisme, par sa folie, par son rêve, était aussi marginalisé par la langue, tout simplement. Par sa difficulté à s'exprimer dans la langue du pays où il s'est installé. Et pour le coup, ça fait résonance aussi dans mon esprit avec la figure de mon grand-père. Mon grand-père était allemand, a passé la fin de sa vie en Alsace, donc il n'a pas eu besoin d'apprendre le français, il ne l'a pas souhaité, il se débrouillait avec un peu d'allemand, un peu d'alsacien, etc. Mais c'était un point de contact de plus entre ces deux figures par rapport au motif de la chute. Donc le rapport à la langue, c'est très important. Est-ce que j'avais la figure de Kafka en tête? Je pense que non, mais parmi les lectures qui ont pu m'inspirer, il y a Joseph Roth, que j'aime beaucoup, l'auteur de La Marche de Radetzky, par exemple, ou Vie de Job, etc. Et je pense que le personnage assez secondaire de Martha, la femme aimée dans une autre vie par Franz Reichelt, doit quelque chose à un personnage de La Marche de Radetzky. Bon, très bien. Il y a aussi pour parler de sa timidité, de ses rapports avec les femmes qui sont extrêmement touchants. Je donne simplement un exemple pour voir vraiment la délicatesse de vos rapprochements. C'est qu'à un moment, il y a une cliente fantôme qui passe une commande et puis qui ne revient pas, qui laisse simplement un livre qui va être peut-être son rapport privilégié à lui avec la langue française, puisqu'avec son employé, il parle allemand, puisqu'elle est allemande aussi. Et elle laisse une robe, c'est une robe ou c'est un manteau? Je ne sais plus, je crois que c'est un manteau gris qu'elle ne vient donc jamais rechercher, donc il reste avec ce manteau gris. Lui-même, on va découvrir dans le récit qu'il y a une robe qu'il a cousue pour une femme aimée jadis, qui trône dans sa boutique, mais à laquelle il ne faut pas toucher, qui est une robe grise également, qui est à la fois son chef-d'œuvre et puis un peu quelque chose comme une relique aussi. Et vous-même, au cours de l'histoire, enfin le narrateur en tout cas, va se mettre à collectionner les photos de Franz dans un grand cahier gris. Alors il y a un fil comme ça entre ces différentes enveloppes, si je puis dire, ces différents objets, et finalement on se demande si de toutes ces femmes envolées, disparues d'une manière ou d'une autre, s'ils ne gardent pas aussi parfois que l'enveloppe. Si les envolées, s'il n'y a pas que l'enveloppe qui reste. Je commencerai par répondre sur le recueil de poésie abandonné par cette femme qui n'est qu'un personnage fantomatique. C'est l'un des éléments qui va dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure sur le symbolisme du passage à l'écriture, du livre qui prend la place peut-être du vêtement. Le parachute devient le livre, de même que ce manteau que cette femme ne vient pas récupérer est remplacé par le recueil de poèmes dans lequel Franz Reichelt passe une bonne partie de son temps.
j'aime que les éléments riment entre eux, qu'il y ait une dimension poétique, pas simplement dans l'effort pour que le style est quelque chose de poétique, mais dans ce fonctionnement en quelque sorte musical, où il y a un retour des mêmes éléments, comme la poésie traditionnelle se définit par le retour du même nombre de syllabes ou le retour des mêmes sons, sauf qu'il ne s'agit pas de faire revenir des syllabes et des sons, mais aussi des personnages qui fonctionnent par paire, ou des éléments plus ou moins symboliques. Sur la question de l'enveloppe, je suis très troublé par ce que vous dites. Ça paraît très intéressant. Un peu... J'imagine pas trop Franz comme ça. J'imagine plus sincère que ça. Ce ne sont pas que des enveloppes, puisqu'on voit bien pour le livre qu'il a une histoire d'amour qui est tout à fait concrète avec une autre femme, mais est-ce que c'est pas le fait des gens qui sont très rêveurs, qui fantasment beaucoup, que de, par exemple, garder une robe ou se mettre sur un balcon pour regarder les étoiles, songer aux personnes disparues. Oui, c'est certain qu'il y a chez Franz une incapacité à habiter sa propre vie et peut-être son propre corps, qui peut faire penser à l'enveloppe qui reste vide. Enfin. Oui, là il y a encore une petite chose. On parlait de sa solitude tout à l'heure. Je vais faire simplement une petite citation parce que là vraiment c'est une trouvaille merveilleuse. Il parle du moment où ses employés donc rentrent chez eux, quittent la boutique et où il se retrouve seul chez lui. Donc. Puis les clients repartaient. Maurice et Louise retournaient chez eux. Les heures s'ajoutaient les unes aux autres et les rideaux n'en finissaient pas de s'alourdir dans le silence du soir. Les rideaux n'en finissaient pas de s'alourdir. C'est magnifique. Et enfin bon. Et alors ce personnage, une autre chose aussi qui revient plusieurs fois, parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de rythmes et il y a aussi beaucoup de scènes qui se répètent parce que lui-même a des habitudes assez régulières. Et notamment, il se promène toujours au square de Louvois. Le square de Louvois, c'est un square qui est vers la rue de Richelieu, qui est derrière la BN en fait. C'est l'ancienne BN, l'ancienne Bibliothèque nationale. Voilà. Et donc il y a une petite fontaine, il se promène toujours là, et quand il est là, il regarde en l'air, il regarde les feuilles des arbres, alors ça annonce un peu peut-être les étoiles qu'il va regarder plus tard, les flocons qu'il va regarder tomber du ciel aussi, c'est un peu de cet ordre-là, mais alors deux choses, d'abord ces feuilles dont on imagine le bruissement, vous parliez de Barthes tout à l'heure, évidemment, ça fait un peu penser, ce mot-là évoque le bruissement de la langue, quoi. Et l'affaire de ce roman, c'est peut-être pas tant de raconter une histoire complètement détaillée, comme on aurait fait un roman au 19e, par exemple, qui nous raconterait toute la vie d'un personnage avec tous les détails, etc. Mais c'est plutôt de jouer justement sur ce bruissement un peu, pas imperceptible, mais un peu comme ça dans les airs de la langue. Et la deuxième chose que je voulais vous demander à propos du square de Louvois, parce que je me suis dit, après tout, pourquoi est-ce qu'il va toujours là-bas, si ce n'est pas... Je me suis demandé si c'était pas tout simplement parce que lui-même, avec sa vie, il louvoie. Et que, c'est-à-dire, il est un peu comme ça, et d'ailleurs en cherchant l'origine de cette expression, je me suis aperçu que le premier sens de louvoyer, c'est un terme de navigation, c'est zigzaguer pour profiter des vents contraires. Alors les vents contraires, ça a quelque chose à voir avec son histoire aussi. Alors, je sais pas si... Alors, pour le bruissement, c'est vrai que j'aime qu'il y ait une certaine discrétion, une certaine pudeur dans le choix des mots et dans le maniement des mots. Et j'aime aussi, je sais que vous aimez Aragon, je vais citer Éluard, qui disait que un poème, alors
on pourrait élargir ça à la littérature en général, un poème doit avoir de grandes marges blanches dont le lecteur peut s'emparer pour écrire son propre texte et laisser vibrer, résonner les mots qui sont sur la page. Donc j'aime ces marges blanches, d'où la brièveté aussi générale du texte, et le fait de ne pas trop en dire, de laisser des blancs, des silences, des choses implicites, plutôt suggérer qu'affirmer. D'autant plus que cette histoire est tellement violente en elle-même, cette chute est tellement horrible, qu'il m'aurait paru vain de chercher à en ajouter, à renforcer cette violence. Mieux valait, je crois, la styliser pour lui donner plus de force, paradoxalement. Sur le square Louvois, pour tout dire, la vérité historique voulait que Franz Reichelt ait vécu rue Gaillon, dans le 2e arrondissement à côté de l'Opéra, qui était le quartier des tailleurs à Paris à l'époque. Je ne suis pas parisien, j'ai vécu plusieurs années, mais pas dans cette partie de Paris. Je connais pas très bien le quartier de l'Opéra. À un moment, j'ai regardé une carte, un plan de Paris. Je me suis demandé, bon, quel type de promenade mon cher Franz peut-il faire, sachant qu'il habite là? Et j'ai vu qu'il y avait ce square tout près. Et donc, c'est vraiment absolument contingent. C'est le hasard de la géographie parisienne. Mais vous savez, on dit toujours, le texte en dit toujours plus que... Oui. Et puis, moi qui enseigne la littérature, je fais la même chose avec les textes dont je parle, ne vous en faites pas. Ce que le texte dit, que l'auteur ne dit pas, mais qu'il laisse dire en quelque sorte par son texte. D'ailleurs, oui, nous avons déjà parlé de cette histoire, je passe à autre chose. Oui, à ce propos, vous parlez donc d'un ami qui s'appelle Fernandez, enfin, quel est son prénom déjà? Fernandez, qui est tailleur également comme lui, qu'il rencontre quand il arrive à Paris, et c'est celui qui va se prendre de passion pour les aéroplanes et qui va entraîner sa fin, d'ailleurs, à 33 ans, comme plusieurs personnages du livre. Et alors là, je ne sais pas si c'est... Il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il a cette passion des aéroplanes, lui arrive vraiment comme une révélation, quoi, et qui change totalement sa vie. Et vous dites, ce fut comme un éblouissement. Et ce fut comme un éblouissement. Évidemment, ça nous fait penser à autre chose, c'est ce fut comme une... Trop de mémoire. Ce fut comme... Est-ce que je vais noter au moins? Voilà, ce fut comme une apparition. C'est-à-dire, c'est l'éducation sentimentale de Flaubert. C'est la première fois que Frédéric Moreau voit Madame Arnaud. Et ces personnages, je vous pose cette question parce qu'ils ont tous, par rapport à leur invention, à cette passion mécanique qui les prend, un rapport amoureux. Et ils en parlent d'ailleurs souvent, par exemple, quand Franz parle à la femme qu'il aime, quand il se promène dans les quais, notamment, parfois on ne sait pas s'il parle de son invention ou s'il parle de cette femme, comme parfois tout cela. Oui. Alors, pardon, une dernière chose sur l'éblouissement, c'est qu'à la fin, à la fin du livre, quand il se jette dans le vide, il dit, ce fut un éblouissement, ce fut comme un éblouissement. Enfin, vous dites... Allez-y, je suis pas sûr. Je veux dire, il y a un écho entre les deux, entre la phrase ce fut un éblouissement. Alors oui, il y a l'éducation sentimentale. Et à la fin, Franz, quand il saute de la tour Eiffel, je ne sais plus quelle page c'est, on dit que c'est un éblouissement. J'avoue que je ne me souviens pas du mot éblouissement. J'avais en tête aussi, c'était un émerveillement dans Madame Bovary pour le coup, à la fin du roman, lorsque pauvre Charles retrouve Rodolphe, ancien amant de sa femme, et que Rodolphe, de manière à la fois généreuse et grossière, l'invite dans un café. Et Charles le regarde fasciné, c'était un émerveillement.
cet homme qui a eu ce que lui n'a jamais obtenu, l'amour de sa femme, etc. Donc oui, pour ces réminiscences en fait de lecteurs. Mais votre question... Mais ce ne sont pas seulement des réminiscences, parce que, comme dans l'éducation sentimentale d'ailleurs, c'est le rêve de leur vie et qui finalement aboutit à s'écraser. Et on sait très bien que dans l'éducation sentimentale, Frédéric Moreau passe toute sa vie à courir après une femme et finalement il finit à la fin, au dernier chapitre, avec son ami, une amie de toujours, des lauriers, et ils parlent du bordel de la ville, et ils disent finalement c'est là que nous avons été les plus heureux. Donc c'est un peu cynique de la part de Flaubert, mais il y a quelque chose comme ça, et le rapport à Flaubert nous frappe aussi parce que le personnage principal féminin s'appelle Emma, et évidemment ça nous fait penser à Emma Bovary, et son prénom, en quelque sorte, explique leur histoire d'amour ne peut pas marcher, puisque il aime une femme dont le prénom, c'est le passé du verbe aimer. Oui. Alors la véritable Madame Fernandez s'appelait Emma. Mais là où tout devient troublant, c'est qu'elle s'appelait Emma Ponge. Donc nous retournons sur un poète, le moins présent, je pense, dans mes modèles d'écriture. Tout à l'heure, vous avez dit, et c'était très, très beau, que Franz aime sans doute davantage son invention qu'une femme réelle, et qu'il en va de même pour Antonio Fernandez. Et c'est vrai qu'il m'a semblé, je vois mon personnage d'Emma, la veuve, mal aimée par Franz, comme une femme mal aimée, victime de l'aveuglement des hommes, d'abord l'aveuglement de son mari qui préfère risquer sa vie et finalement il meurt au nom de l'aviation, puis l'aveuglement de Franz qui va rejouer cette aliénation imposée à la femme au nom d'un parachute qui est encore moins digne que l'avion. Et ce personnage secondaire de Martha qui en gros meurt sous les coups de son mari dans le passé de Franz, et elle aussi la pauvre, une figure de femme victime, d'homme incapable d'aimer. Donc oui, c'est présent dans ce que je vois de mon texte. Sur le passé d'Emma, c'est vrai. On pourrait ajouter que l'ami dont je parle et dont je ne garde que l'initiale du prénom donne la lettre M, qui est aussi une lettre dont parle Aragon dans Aurélien, avec l'M veineux de la Seine, qui pour décrire, en s'appuyant sur des connaissances anatomiques. Justement, je me suis retenu parce que je me suis dit, on va encore dire que je parle que d'Aragon, mais quand vous vous promenez, enfin quand le Franz se promène, et puis le narrateur aussi d'ailleurs plus tard, le long des quais de la Seine et qu'on voit ça ne peut pas ne pas nous faire penser à l'inconnu de la Seine et à Aurélien et à toute cette période-là. Et d'ailleurs, il y a un autre texte d'Aragon auquel votre texte, alors ça je pense ça n'a aucun rapport, c'est peut-être moi, mais parce que il faut dire que les différents paragraphes sont séparés par des petites astérix, des étoiles. Et je me suis dit, mais tiens, c'est curieux, c'est un roman qui est par fragments, quoi, finalement, quoi. Il y a un art du fragment là-dedans, et je me suis dit, mais voyons, est-ce que je connais d'autres romans qui seraient faits comme ça? Et pas roman, mais il y a un texte, effectivement, qui était un peu romanesque, mais très court, d'Aragon, qui s'appelle La femme française, qui est un conte qui est repris dans le libertinage, vous savez, hein. Et alors ça, c'est exactement pareil, sauf que c'est une femme qui parle tout le temps, et ce sont des phrases très courtes ou des paragraphes extrêmement brefs, tous séparés d'une étoile, et comme dans votre texte, ces étoiles sont comme des éclipses de temps, quoi, parce que parfois on saute plusieurs années d'un paragraphe à l'autre. Alors je ne connais pas ce texte d'Aragon que vous me donnez très envie d'aller découvrir. Aurélien, oui, fait partie de mes références, à la fois pour les errances de Bérénice et d'Aurélien dans Paris, que pour la si belle description de Notre-Dame de Paris, qui a pu, que j'ai relu, pour être franc. Le mot de M, la lettre M,
on reste dans cet imaginaire-là, puisqu'il y a un texte très beau de Proto qui rêve en fait sur la lettre M, où il y a le verbe aimer, et le M c'est aussi la mort, c'est aussi la mémoire, et c'est aussi la mère, la maman, enfin, la première lettre prononcée par l'enfant. C'est la lettre la plus féconde, la plus suggestive de l'alphabet français. Ce personnage de M, d'ailleurs, on passe malheureusement vite dessus, mais c'est un personnage absolument bouleversant qu'on aime tout de suite, quoi, dès qu'on la rencontre dans le livre. Je sais pas, elle a quelque chose qui est là encore quelqu'un qui est assez lyrique, enfin, dont on imagine qu'elle a des émotions très 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 fortes. On va passer, si vous voulez bien, à un autre thème, mais en restant toujours dans notre histoire. C'est à propos du vêtement, cette espèce d'habit d'homme chauve-souris que Franz coud très patiemment, qu'il travaille beaucoup, qu'il retravaille beaucoup. C'est le thème de la chimère. Alors, le thème de la chimère, j'y tiens pourquoi? Parce que lui-même est une chimère qui est moitié homme, moitié animal, si on veut. Et le thème de la chimère, c'est un thème littéraire qui remonte au Moyen-Âge et qui a une longue histoire. Et vous vous souvenez, peut-être pour ceux qui étaient là, qu'on avait reçu il y a peut-être 1 ou 2 ans, Emmanuel Pirer, qui était chez l'Olivier, qui a fait un roman qui s'appelle Chimère, qui est très amusant, qui est très drôle, et qui est aussi un peu sur ce thème. Donc pourquoi est-ce que je voulais vous parler de cette histoire de chimère? Pourquoi est-ce que je me suis encore embarqué là-dedans? Oui, voilà, parce que tout simplement, il fait corps avec son invention, quoi. Son corps se transforme au gré de son invention, à tel point qu'on le voit à certains moments sombrer, presque perdre la raison, et tout le monde lui dit mais non, ça peut pas marcher, et il s'obstine quand même dans son affaire, il veut rien entendre, et on voit que ça fait partie de lui, quoi. Il faut dire, je suis fasciné par les personnages de perdants, mais de perdants magnifiques, de perdants qui auraient mérité de réussir parce qu'ils ont montré tellement de courage, tellement d'acharnement, qu'on aimerait leur souhaiter un destin différent. Parmi les ouvrages coécrits avec ma femme, l'essentiel de ces ouvrages parle de la vie littéraire, sauf un qui est un petit peu à l'écart dans notre petite production, qui s'appelait Les Derniers des Fidèles. C'était chez Flammarion. C'était un récit historique, mais enfin un récit narrative non-fiction, enfin raconter un événement qui a eu lieu. Et c'est l'histoire d'un général de Napoléon qui, en 1818, rassemble une centaine de grognards pour aller fonder une colonie au Texas, dans le but d'aller libérer Napoléon de Sainte-Hélène. C'est une histoire vraie, à laquelle nous sommes arrivés par la littérature, parce que ma femme a beaucoup travaillé sur Napoléon dans la poésie, et elle est tombée sur de nombreux poèmes de l'époque qui évoquaient cette aventure du chant d'asile. Et ça a été notre première incursion dans ce monde des rêveurs chimériques, animés par un rêve délirant, mais qui sont d'un côté ridicules, mais malgré tout dignes, sinon de notre admiration, du moins de notre empathie, parce qu'on a là des gens qui poussent un rêve jusqu'au bout, dans le cas de France jusqu'à la mort, dans le cas des grognards un peu moins heureusement, mais il y a ce même élan vers quelque chose qui les dépasse, et que cette chose soit tangible ou non n'a finalement pas beaucoup d'importance. Et j'ai retrouvé le fil de ma question. C'est que ce costume, cette invention, puisque son but c'est quand même de non seulement faire une offrande à la femme qu'il aime, mais aussi il a des préoccupations morales. Il se dit ça va sauver beaucoup de vies, je vais laisser quelque chose comme ça dans l'histoire de moi, etc. Et voilà une expression encore sur laquelle j'ai buté. Donc c'est la scène où il s'imagine
avançant son invention dans les bras, son costume dans les bras, et allant le donner à sa bien-aimée, il avancerait vers elle, son invention dans les bras, il lui dirait « Voilà ce que j'ai fait ». Et alors, voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, vous avez dit quelque chose. Et voilà, c'est ça. Non. C'est le début des conclusions. Ah, oui, quand Rousseau se présente devant Dieu, voilà, pour qui j'explique ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça. Il se présente avec son manuscrit des confessions devant Dieu pour se justifier, en fait, de toute sa vie, de toutes ses mauvaises actions, et il dit, si quelqu'un me demande des comptes, il dirait, voilà ce que j'ai fait. Et bon, je ne pense pas que Il y a un moment, soit un Rousseau. chez Dumas, est-ce que c'est dans les Trois Mousquetaires ou dans 20 ans après, je ne sais plus. Il y a un moment où la reine d'Anne d'Autriche compare Richelieu à Mazarin. Il se rend compte avec le recul que Richelieu avait plus de grandeur que Mazarin. Et elle dit en gros, j'ai dédaigné un homme qui disait j'ai fait, au profit d'un homme qui dit je ferai. Et il y a aucun rapport avec Franz Reichelt, mais il était plus dans mon esprit que Rousseau. Quand même, parce que cette invention, il y a une certaine folie quoi, chez eux, quoi. Leur invention justifie toute leur vie, quoi. Quand bien même. Mais jamais normalement. Rousseau, j'ai une tendresse pour ce grand paranoïaque. Je suis un peu troublé de me découvrir plagiaire à ce point, en fait. Non, c'est pas. Je pense que c'est dit plagiaire. Rousseau. Ça m'a. Je me suis dit, mais tiens, c'est curieux de retrouver cette expression. Ils avaient peut-être la même ambition, quoi. Enfin. De toute façon, on lit toujours avec les souvenirs de lecture. Il y a toute une chronologie, mais qu'on peut peut-être passer un peu rapidement, mais que vous repérerez en lisant le livre, c'est que on comprend, donc, comme vous le disiez au début, que la première fois que vous voyez le film, c'est le 4 février donc, 2016, probablement. Ensuite, il y a la mort de M qui arrive en mai 2016, et on a une dernière scène en novembre 2016 qui est le narrateur qui revient sur les lieux. Il se trouve place de la Bastille et finalement c'est pas très loin de l'endroit où elle habitait. Il veut retourner voir l'appartement, l'endroit où elle vivait, et il ne retrouve plus l'adresse. Et même chose pour le domicile de France rue Galion. Quand vous allez le voir, le numéro a disparu. Sa tombe a disparu, comme vous le dites, au cimetière de Pantin, etc. Bon, finalement, tout ce qui... Les traces finissent par disparaître, et ce qui reste, à part le film, c'est finalement c'est le roman, quoi. Je crois que vous donnez beaucoup d'importance à mon texte. Oui, il reste cette vidéo. La création. Mais il est certain que écrire, c'est toujours avoir un peu l'espoir qu'on permettra à des choses de rester un peu plus longtemps dans la mémoire, même si c'est précaire, fragile, ça ne dure pas longtemps, etc. Les trois derniers mots il n'y a aucun suspense. Vous savez que Franz meurt tout de suite, donc je peux révéler les trois derniers mots. Les trois derniers mots du texte sont ils ont été, avec cet espoir de pouvoir ratifier, comme dit Marthe, l'existence de ceux que nous avons perdus. Donc la question de la trace, évidemment, est centrale. Et ce ils ont été, pour la Genèse, c'est à la fois le ça a été de Barthes à propos des photographies et le ils ont aimé dans le lac de la Martine, où les poètes appellent tous les rochers, les roseaux, tout ce qui est au bord du lac de Bourget, de dire ils ont aimé, pour que la nature se fasse le réceptacle, le reliquaire, dit à un moment Lamartine dans un autre poème, le reliquaire du souvenir. Je sais que vous aimez aussi beaucoup Lamartine. Et le roman de Sylvie Hibert.
Oui, oui, parce qu'il y a pour qu'on dise, il y a une romancière qui s'appelle Sylvie Hiver qui devait venir au salon d'ailleurs l'année dernière, qui vient de faire paraître un roman dont le personnage est Lamartine. Elle fait souvent des romans historiques et c'est sur voilà, c'est un livre intéressant à lire. Ça se trouve chez Héloïse d'Ormesson si ça vous intéresse de lire ça. Et oui, bon, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais il y a cette très belle image à la fin de personnage qui regarde vers le ciel et il y a les flocons qui commencent à tomber un peu comme des étoiles. D'ailleurs, c'est une scène qui est annoncée plusieurs fois parce qu'il y a à un moment il y a une petite fille qui va mourir dans le livre et la dernière chose qu'elle voit avant de mourir en tombant très malade, c'est justement la neige qui commence à tomber. Enfin bon, ces flocons comme les stations sur le balcon et tout ça sont souvent un présage assez funeste. Et j'avais fait l'hypothèse, alors je sais que c'est faux parce que vous me l'avez déjà dit, mais je soumets cette lecture au public, c'est que ces flocons qui tombent sur le récit, eh bien ils tombent aussi un peu sur le livre, parce que ces étoiles qui séparent toujours les paragraphes, les moments du texte, sont un peu aussi comme ces étoiles du ciel que le personnage contemple, ou ces flocons qui tombent à la fin sur son récit. Bon, voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le flocon ait quelque chose à voir avec la chute. Mais une chute qu'on espère amortie, douce et poétique. Je me demande si je ne dis pas un moment que la vidéo dont je parle est évidemment très abîmée. Je me demande si je ne parle pas de flocons pour parler des petites taches blanches qu'on voit sur l'image. Il y a quelque chose aussi qui manque dans la vidéo que vous décrivez plusieurs fois, enfin au moins 2 fois de façon très détaillée dans le livre. C'est tout simplement le son, évidemment puisqu'on est en 1912, et vous dites, en vous fondant, je pense, sur les articles de journaux de l'époque, que quand on a repris le corps de Franz, il avait les yeux ouverts et la bouche béante. Donc on suppose que quand il est tombé, il a poussé un cri. Ce cri, on ne l'a pas. Est-ce que finalement le cri, est-ce que c'est pas le livre qui le pousse à sa place? Alors 2 choses. Cette vidéo parfois est présentée comme ridicule, comme comique. C'est encore ce qui s'est dit ce matin à la radio chronique. Et c'est sûrement lié à l'effet de déréalisation qu'implique le noir et blanc et le silence, l'absence de bande sonore. Si on voyait en couleur avec un cri quelqu'un tomber sous nos yeux, évidemment on serait horrifié. On ne pourrait pas rire de cet homme même s'il porte un costume ridicule. Donc moi j'insiste sur l'absence de cris de bruit. Est-ce que mon livre essaie de faire entendre ce cri, je dirais une version un peu comme les flocons, une version amortie, en sourdine, un bruissement. On va essayer peut-être de transformer le cri en bruissement pour ne pas ajouter de l'horreur à l'horreur. Une chose dont on a déjà parlé, qu'on peut redire ici, c'est que à propos de ce film, parce qu'on voit le personnage hésiter beaucoup avant de sauter, il se passe au moins, je crois, 40 secondes à peu près, où on voit il part en arrière, bon, il n'est pas très sûr de son coup quand même, quoi. Et ça a fait dire à François Truffaut que cet homme, c'était la première victime du cinéma, parce que il dit, voilà, s'il n'y avait pas eu les caméras, probablement il aurait renoncé. Mais là, bon, il y avait tout le monde, il y avait la presse, il y avait les caméras, etc. Bon, enfin, de toute façon. Et pour finir, et je vous laisse après conclure comme vous voudrez, mais le film revient enfin
toute dernière fois, à la toute fin du livre, où vous refaites ce geste de revoir le film encore je sais pas combien de fois vous l'avez vu, mais très nombreuses fois. Et cette fois-ci, vous arrêtez le film. Vous ne le laissez pas aller jusqu'à sa chute. Et alors, c'est un troublant parce qu'évidemment, c'est à la fois un geste, on se dit, est-ce qu'on peut arrêter comme ça mécaniquement la mort, quoi. On l'arrête avant que l'irrémédiable se produise, mais on sait quand même qu'il est mort. Et d'ailleurs, vous avez une phrase tout à fait bienvenue à ce moment-là. Vous dites, tu es mort, mais tu mourras encore. C'est-à-dire, tant qu'on repassera le film, il va remourir autant de fois qu'on veut. Mais est-ce que ça n'est pas est-ce que ce geste d'arrêter le film et de ne pas voir Franz mourir, enfin de ne pas voir sa chute finale, est-ce que ça n'est pas lié à la réflexion que vous faites vers la fin de votre texte sur le début de la comédie humaine de Dante, qui dit j'entrais dans la deuxième partie de ma vie, je sais pas quoi, et vous dites, eh ben, oui, la première partie de la vie, c'est celle où on sait qu'on va mourir, et la deuxième partie, c'est celle où on sent qu'on va mourir. Oui, alors la divine comédie de Dante, filtrée par Barthes encore, dans Ruissellement la langue, où il commente le premier vers de l'œuvre de Dante, qui est au milieu du chemin de notre vie. Et Barthes dit que pour lui, le sens, le milieu, le moment où on passe le milieu d'une vie, c'est pas un moment arithmétique, c'est pas un moment qui est sur un calendrier, c'est le moment où on commence à sentir qu'on va mourir un jour. On le sait depuis toujours, mais on commence à le sentir. Et les traumatismes dans la vie peuvent nous faire basculer d'un état à l'autre. Barthes est vraiment très présent dans le thème. Même ce Tu es mort et tu mourras, en fait, dans La chambre claire, Barthes décrit la photographie d'un condamné à mort, qui est une belle photographie en noir et blanc qui date du 19e siècle, et qui montre un homme qui a essayé d'assassiner un secrétaire d'État américain en 1865. Et cet homme est photographié par le photographe officiel de Lincoln à l'époque, dans sa cellule, avec des menottes, juste avant d'être exécuté, je crois avant d'être pendu. Et Barthes commente la photo en disant qu'elle est bouleversante, qu'elle est poignante, parce que cet homme est mort depuis longtemps, comme le montre le fait que la photo est en noir et blanc, et on voit que c'est très lointain, il est mort depuis longtemps, mais il va mourir. Il est mort, et il va mourir. La photographie me dit la mort au futur. C'est cette équivalence étrange et perturbante entre le passé et le futur qui est bouleversante pour Barthes. Et vraiment toutes les photographies de Franz montrent la même chose. Cet homme est mort, mais il va mourir encore. Et la vidéo démultiplie encore ça, puisque nous avons le pouvoir d'un simple clic de recommencer, d'arrêter, de suspendre, illusoirement, d'essayer de suspendre son destin. Une dernière précision aussi pour ceux qui voudraient voir d'autres documents un peu de ce genre et qui peignent d'ailleurs très bien l'atmosphère de l'époque, c'est que la première fois qu'on a pu voir, enfin, hormis les gens de 1912 et les actualités pâtées, qu'on a pu voir ce document, c'était dans un film de Nicole Védresse, si vous vous souvenez, qui s'appelle Paris 1900. Vous savez, Nicole Védresse, c'est une fille qui travaille, enfin, une femme qui était de l'équipe de Lecture pour tous, etc., et qui a fait un film, je crois, que ça date de 1947, en noir et blanc, mais qui est passé très souvent à la télé, où elle a regroupé justement toutes les archives filmées qu'on pouvait avoir sur le Paris de 1900. Et c'est dans ce film-là que, pour ma part, j'ai vu la première fois ce document, voilà. Et je voulais signaler aussi, là je ne fais pas lire parce que je veux pas que vous partiez le cœur brisé, mais alors la dernière page est sublime, hein. La dernière page est sublime, mais alors si vous restez froid à ce texte-là, là on peut plus rien faire pour vous. C'est encourageant.
Alors, peut-être est-ce qu'on peut maintenant garder un peu de temps pour d'éventuelles questions, des réactions, peut-être, de la part du public ou des gens qui auraient déjà regardé un peu le livre. J'en vois là-bas, mais... Non, mais pour moi, il y a eu peut-être tellement de choses dites ce soir. En tout cas, moi, je trouve cette rencontre formidable. C'est ces échanges entre deux personnes érudites passionnées de littérature. Franchement, pour moi, c'est un régal. En tout cas, ces commentaires que je vais faire sur la rencontre, complètement d'accord. Sur le livre, ma foi, vous en avez dit tellement. Moi, je n'ai pas de questions particulières en dehors du fait que ce livre, vraiment, je suis d'accord avec vous, formidable, et je suis d'accord avec ta conclusion. Vraiment, là, pour moi, ça sera ça compréhensible. Est-ce que vous êtes d'accord avec le score Louvois? Ça, j'ai trouvé ça rigolo, mais malheur quand même. Enfin, voilà. Mais d'ailleurs, je tiens à rassurer les gens qui n'auraient pas encore lu le livre, c'est que là, on a lu beaucoup de choses ce soir, mais on a passé aussi beaucoup de choses, beaucoup d'épisodes sous silence, et notamment toute cette histoire d'amour qui est quand même magnifique, quoi, et qui est quand même le cœur du livre. Entre, alors, non, dis pas plus. Non, mais c'est vrai derrière, que... il y a une histoire d'amour. Je suis d'accord avec Nicolas, c'est vrai. On n'a pas dit tant que ça de choses du livre, il faut le livre. Il faut juste le lire, quoi, parce que c'est un livre tellement formidable, vraiment. Et c'est un régal de lecture. Voilà. Non, c'est vrai. Et il y en a beaucoup. Enfin, on dit des choses du livre, forcément, dans une rencontre. On ne peut pas ne pas parler du livre. Mais on n'en dit jamais tant que ça. Parce qu'il y a tellement d'autres choses dans ce livre. C'est ça qui est extraordinaire, mais on en a lu qui est finalement pas si gros qu'on arrive à aborder tellement de sujets. Voilà. En tout cas, merci beaucoup.